Il est parti bien loin le temps que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître. Cette époque où Paris fourmillait encore d'artistes qui n'étaient pas montrés du doigt au moindre petit pas de côté, où tout n'était pas encore légiféré au point que la vue d'un flic mette mal à l'aise. Mais dans notre société moderne, là où l'argent a pris le pouvoir, que reste-t-il de ces poumons d'espoir qu'étaient les maquis de Montmartre, de Montparnasse et de Ménilmontant ? La bohème du début du siècle a-t-elle semé ses graines au milieu du champ de radars automatiques, de supermarchés et de fast-food nés de l'après-Seconde Guerre mondiale ? Y a-t-il une grosse différence entre les squats artistiques d'aujourd'hui, stigmatisés à l'extrême, et les logements de fortune qui ont abrité en leur temps Picasso, Céline, Macorlan et tous les autres ? L'un d'entre eux, la Petite Roquette, nous a ouvert ses portes afin de montrer l'envers du décor, la part des squatteurs que les médias et les politiques effacent volontiers derrière l'image facile des dealers, drogués et malfrats. Car dans les squats, il y a aussi et surtout des gens motivés qui vivent de leurs projets en investissant les milliers de mètres carrés laissés vides à travers la capitale. De la Petite Roquette, c'est d'ouvrir un maximum le champ. Il y a très peu d'espace du bâtiment qui sont utilisés par les habitants. Pour la simple et bonne raison que le but, c'est pas de loger des gens, c'est aussi d'avoir des activités culturelles qui puissent toucher un maximum le quartier et que ça soit vraiment accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est le bureau de l'association, dans lequel il y a un président, il y a un comptable et tu as un mec de la logistique. Ici, tu as aussi l'organisation de tous les festivals, du genre Le Fou, le festival Le Fou qui est organisé entre autres par la Petite Roquette. Donc, on essaie vraiment de faire un maximum de rencontres pour que les gens puissent s'ouvrir l'esprit un maximum, quoi. Après, ici, c'est une galerie qui a été mise en action déjà depuis le départ de la Petite Roquette. Donc, tu as eu vraiment beaucoup d'artistes, essentiellement des artistes peintres ou des sculpteurs. Quand la galerie n'était pas comme ça, donc il y a eu de la rénovation. C'est ce qui nous permet d'avoir quand même de la crédibilité, une petite vitrine par rapport à la rue, tu vois. Et puis aussi de rendre, on va dire, accessible une galerie d'exposition sans demander la moindre contrepartie, si ce n'est organiser ton vernissage proprement et essayer de faire venir des gens intéressants. On a aussi créé des espaces collectifs pour que les gens puissent travailler ensemble et s'organiser eux-mêmes. Parfois, c'est une personne qui n'a pas de travail, qui n'a rien. Elle aimerait monter un petit projet pour se faire un petit peu d'argent, essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Dans ce cas-là, on lui dit « Ok, vas-y, tu viens travailler de moi, tu fais ton petit truc. » Et puis après, chacun fait son petit chemin, quoi. Et oui, c'est ça le squat à la base, un esprit communautaire, des gens qui s'organisent pour lutter contre des situations révoltantes ou tout simplement pour continuer à vivre de leur passion. Bien sûr, cela pose des problèmes, comme tout ce qui sort des chemins battus d'ailleurs, mais en aucun cas au point d'être dangereux, ni de remettre en cause la vie de leur entourage. N'oublions pas qu'ils ne sont pas les premiers à choisir cette solution. Les générations précédentes ont eu leur lot de marginaux, mais elles savaient encore faire la part des choses. Je suis arrivé à Montmartre en 1952. Quand un jeune artiste venait voir des gens plus confirmés, en l'occurrence moi c'était Jean d'Esparbès, qui m'a indiqué une cabane dans un jardin. Il me dit « Oh, c'est plus ou moins moi, enfin je mets des toiles là, et si tu veux, t'as qu'à mettre tes affaires. » Et puis il m'avait pas dit de m'installer quand même. Bon moi j'ai vite mis un matelas par terre, et puis j'en ai fait non seulement mon atelier, mais mon lieu d'habitation pendant 7-8 ans. J'ai des toiles qui sont signées de 52, donc en 52 j'avais 17 ans. Et j'ai vendu ma première toile, j'avais 30 ans. Alors si moi-même, j'avais pas trouvé cette cabane que m'a indiqué Jean d'Esparbès, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais jamais pu payer un loyer. Les jeunes artistes qui, ne pouvant pas payer des loyers faramineux, investissent des lieux qu'on appelle maintenant des squats, et ils travaillent là-dedans. Ils font bien. Moi, je trouve qu'ils font très bien. Pour ce qui est de l'occupation illégale de locaux, les jeunes sont donc bien dans le même esprit qu'il y a 50 ans.
Mais en plus de loger des artistes, le squat met à la disposition de grandes salles pour la modique somme de 1 € par heure et par personne. C'est une manière de montrer aux politiques que l'on pourrait faire cela partout ailleurs plutôt que de rendre les espaces inaccessibles. Cela permet surtout à des dizaines de projets comme Buteau Ouvert de voir le jour. Pendant tout le temps, c'est un peu révolutionnaire et on s'est senti bien accueillis à la Petite Roquette pour ça, parce qu'il y a toujours un côté on va dire caressiste, et un côté de sentir que des autres choses sont possibles et des autres moyens de vivre, de créer sont possibles. On n'a pas ni la trajectoire, ni la condition légale nécessaire pour rentrer dans tout ce truc légal et assez compliqué et détestable et qui est en France au niveau bureaucratique, même pour avoir accès à une subvention artistique. Comment tout est fait de zéro s'il n'existe pas d'espace comme la Petite Roquette? S'il n'y a qu'une personne qui va jouer sa peau pour dire que cette personne peut faire quelque chose. Les artistes qui vivent dans les squats sont souvent des artistes qui sont davantage marginaux, même par rapport au monde de l'art. C'est-à-dire qu'ils connaissent moins les normes, ils connaissent moins les attentes du marché, les attentes des institutions. Donc effectivement, en termes de production, cela va avoir des effets. Je pense également que ce sont moins souvent des artistes qui sont formés dans les écoles des beaux-arts. Le monde de l'art aime se penser comme étant parfaitement libre, parfaitement déconnecté de la société dans laquelle il est situé. Mais en tout cas, il y a des normes qui sont des normes au moins implicites, que maîtrisent à des degrés divers tous les acteurs qui appartiennent à cet univers. Il existe donc une sorte de moule dans lequel il faudrait entrer afin de ne pas être mis au banc de la société, même artistique. C'est la volonté d'indépendance par rapport à ce corset qui amène la création des squats. Mais la société ayant pris un penchant inquiétant, les squats se posant en tant que résistants ont aussi une composante sociale. Ça nous est arrivé, une grand-mère qui s'est fait jeter de chez elle, elle n'a plus rien, tu vois, on l'a pris, on l'a mis ici, on l'a hébergé là, on lui a permis d'aller rencontrer des médecins, de rencontrer une assistante sociale pour la réaiguiller vers un logement. Voilà, c'est aussi très constructif par rapport à Médecins du Monde. On a des personnes qui peuvent les accueillir, donc il y a le bureau qui est à Parmentier, donc on a des contacts. Donc aussitôt qu'on a des gens, si on peut faire quelque chose pour eux, dans ce cas-là, on les renvoie là-bas. Et l'atelier collectif, ça sert aussi à ça. 1 € tous les livres là. C'est à travers ces espaces presque libres d'accès pour toutes sortes de projets ou pour dépanner quelqu'un dans le besoin que le squat trouve sa légitimité. Contrairement à l'aspect très marginal que les clichés lui donnent, il s'intègre à la vie du quartier en proposant des activités pour tout le monde et essaye de rester ouvert à toutes les propositions. De temps à autre, la Petite Roquette sort de ses murs pour redonner vie à la rue en organisant par exemple un vide-grenier festif. Les dirigeants sont comme ça.
Les dirigeants s'affinent, les dirigeants sont comme ça. Ça fait combien de temps qu'il a fait bouger de l'avant, mais Babylone a toujours mis ses ambitions en avant. Tout ça pour ce putain de pouvoir qui ne fait que victime de l'Afrique est bête. Ces dirigeants sont malhonnêtes, qui payent la dette pour des pauvres qui s'inquiètent. Pendant que le peuple agonise. On va vous poser des questions et vous allez répondre. C'est très simple. Les dirigeants français, les dirigeants, c'est comme ça. Les dirigeants français, les dirigeants sont comme ça. Voilà. Les dirigeants français, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants français, les dirigeants sont comme ça. Yeah. Les dirigeants français, les dirigeants sont comme ça. Je pense que le monde politique s'est toujours méfié un peu de Montmartre, comme d'un endroit libertaire où on pensait ce qu'on voulait. Mais tout allait très bien à Montmartre. Je me souviens très bien de gens complètement sans foi ni loi et qui avaient comme copain au bar le soir le gendarme du coin, quoi. On l'appelait gueule de vache. On disait bonjour gueule de vache, quoi. Même quand il était en uniforme. C'est la petite requête qui est organisée. Merci à tous les artistes qui sont produits. Merci à vous. On a squatté un immeuble il y a 5 ans et demi ici parce qu'il était vide, parce qu'il appartenait à l'État et qu'on n'en faisait rien. Cet immeuble, il reçoit 18 000 passages par an de vous. C'est les groupes que vous avez vus, c'est les compagnies qui nous soutiennent. Aujourd'hui, vous avez squatté la rue. Il faut continuer à squatter la rue. Nous sommes des squatteurs sur terre. Merci. Mais comment en est-on arrivé là? Quel changement la société a-t-elle subi pour que les artistes en soient réduits à lutter pour exister? Auparavant, même si la bohème était souvent une vie de miséreux avec le ventre creux, au moins on les laissait vivre à leur façon. Pourquoi et à partir de quand la classe politique a-t-elle choisi de réprimer ces zones de non-droit artistique? C'est jusqu'en 1964 que Paris a joué la première place dans le monde international de l'art. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant Berlin qui est la métropole la plus attractive, la métropole centrale, c'est encore plus que Berlin, New York. Berlin occuperait une confortable seconde position, mais New York est vraiment devenu la Mecque du monde de l'art contemporain. Paris, en revanche, s'engonçant dans une forme de conservatisme à la même époque et ne réussissant pas finalement à capitaliser sur le processus de modernité artistique qui avait pourtant été extrêmement fort. Il s'est abattu cette soif du profit, de l'argent, et ça a tout cassé, cette vie qui était une vie simple, une vie oui, naturelle, avec des gens qui venaient travailler dans des ateliers qui n'étaient souvent pas eux, qui étaient... Voilà. Avant, je crois qu'il y avait plus de discernement. L'homme, nous étions plus capables de réfléchir par nous-mêmes, de penser par nous-mêmes. Je crois que ça vient en partie de la télévision, ça. Et pour le grand public, c'est évident. Je crois que c'est fait pour ça, d'ailleurs. La télévision formate les esprits. Parce que maintenant, c'est en effet, moi j'ai souvent pensé, il y aura toujours besoin d'une bulle de poésie, de chanteurs, de tout ça. Oui, mais justement, la télé est là pour créer une antidote à tout ça et créer une illusion de poésie, de tout ça, qui est bien dirigée, qui est bien contrôlée. Mais je pense que les gens peuvent se laisser avoir.
y a facile plus de 60% des gens qui pensent que les squatteurs, c'est la drogue, c'est l'alcool, mais ils oublient tout l'autre côté. Moi, je gagne mon argent avec ma peinture. Je fais pas de trafic, je fais pas de je sais pas quoi à côté. On est combien à penser qu'ils nous manipulent avec les médias? Donc aujourd'hui, je comprends aussi en même temps que les gens soient désintéressés quand il y a une loi qui commence à être publiée. Les gens n'ont pas forcément envie d'aller s'y intéresser, quoi. Ils ont déjà du mal à aller voter pour une personne intéressante qui va bien nous gouverner. Alors qu'est-ce qu'ils vont aller s'intéresser à une petite loi qui vient de sortir, qui ne les touche même pas? Les politiques font tout pour étouffer ce mouvement-là, ils font tout pour casser le délire. Il y a énormément de squats qui vont fermer là, dans les 3 mois à venir. Parce que voilà, de donner des lieux vides à des compagnies ou à des artistes ou des associations, c'est pas forcément ce qui va les arranger, puisque ça leur rapporte pas forcément grand-chose, à part si ce n'est peut-être un partenariat associatif. Effectivement, si les politiciens ne délogent pas les squatteurs, comment justifier la spéculation immobilière qui a lieu à Paris en maintenant les logements vides? Cela donne lieu à un bras de fer dans lequel la plupart des squats sont éphémères. Soit tu l'as fait tout, et c'est payant, c'est 3 €. Bah oui, voyons, là, ça passe. Ben voilà. C'est chouette. Voilà pourquoi. Et voilà. C'est ça, bonne soirée. S'ils ferment la petite roquette, il y a une autre petite roquette qui va ouvrir. Donc voilà. De toute façon, ils pourront jamais empêcher les gens de vivre et de faire des trucs intelligents. Alors moi je baisse mon épaule jusqu'aux os, car j'ai peur qu'elle soit terrible. Les lendemains ils chantent faux, voilà l'idéal idylliaque. Un monde d'imagination, si encore on osait rire, prends le droit sur des fellations, si encore on osait jouir. Mais voilà, un cours de plus amené sur la raison de stabilité économique, écologique, ça tourne à pique, les gardes toute la République cachée. Leurs sourires pauvres, qui occupent du père, leurs sourires pauvres. Et comme déjà tout aussitôt qui commence à nouvelle acte. La petite roquette, c'est aussi des gens de l'extérieur qui ont des bonnes initiatives, qui ont des bons projets, qui ne sont pas du tout squatteurs, mais voilà, on leur donne les moyens de venir monter leurs projets ici, parce que c'est bon, parfois c'est contestataire par rapport à la société dans laquelle on vit, mais en même temps, voilà, nous on est bien contents de leur rendre service, parce que c'est certainement pas l'État ou la mairie qui va leur donner des locaux pour qu'ils puissent monter leurs projets, vu que ces collectifs-là sont censés apporter comme nous d'autres visions de la société et essayer de faire changer les choses. Et c'est aussi peut-être de faire prendre conscience à certains politiciens qu'il y a d'autres directions à prendre et que si ils veulent avoir des gens qui votent pour eux pour des bonnes raisons, bah dans ce cas-là, qui se confrontent vraiment à la réalité et qui se déplacent. On a envie d'apporter quelque chose de plus ouvert. Donc voilà, moi c'est un combat, après, voilà, c'est un combat un peu difficile, mais voilà, on y croit. Ça fait des années que les gens squattent et t'as quand même des propriétaires qui finissent par comprendre et arranger les artistes. Le mouvement squat pose de nombreux problèmes concernant la propriété privée et la vente de drogue, par exemple. Cependant, malgré certains aspects intrinsèquement liés à la création d'une zone de non-droit, ce combat est surtout une résistance contre l'évolution dangereuse de notre société. Sa plus grande réussite est de faire parler de lui, car en cela, il délivre un message fondamental, des alternatives sont possibles. Réveillons-nous, sortons de cette léthargie dans laquelle nous plonge cette société de la désinformation et de l'individualisation. Il faut voir le tableau dans son ensemble, et si le mouvement squat laisse ne serait-ce qu'une petite tache sur la toile lisse et calibrée de la société d'aujourd'hui, pourvu qu'il vive encore longtemps.